Le monsieur à côté de moi, vous le connaissez si vous êtes un habitué du site, puisque nous nous sommes déjà rencontrés, enfin on s'était déjà rencontrés bien avant, il y a quelques temps, peut-être 1 ou 2 ans, pour un... On va dire 2 ans, oui. Pour un livre sur... Michel Berger. Voilà. Et alors, maintenant, on va faire beaucoup plus fort. Voilà. Il n'y a pas que Michel Berger, cette fois-ci. Il y a... Oui. Ouh là là. Allez, j'en prends au hasard. Hein. Mireille, Renaud Hanson, Thierry Luron, Serge Gainsbourg, des personnes que je ne connaissais pas du tout, Georges Brassens, François Mitterrand, je doute, je sais qu'il y en avait d'autres. Hein. Georgette Lemaire. Alors ça, Georgette Lemaire, pour beaucoup de monde, ça veut dire rien. On ne connaît plus. C'était à l'époque la concurrente de... Mireille Mathieu. Voilà. Elle était célèbre avant Mireille Mathieu. Oui, mais... Et l'arrivée de Mireille Mathieu l'a un peu diminué. Oui, mais enfin bon, en plus, tout, à part tout ce que j'ai toujours entendu dire, c'est qu'elle n'était pas très agréable à côtoyer. On va en parler. À l'époque. Ah, oui, ben c'est... Voilà, il y a, on va dire, quand même maintenant des gens un petit peu plus célèbres, on va dire. Mylène Farmer, Johnny Hallyday, par exemple. On restera toujours avec du France Gall et du Michel Berger. Et puis, eh bien, un de mes regrettés camarades que je côtoyais très souvent, un monsieur qui avait son cabaret rue des Martyrs et qui habitait dans un appartement magnifique avec une vue sur le Sacré-Cœur. Et surtout Paris, c'était magnifique. Surtout Paris, voilà. Et ce monsieur, c'était Michou. Ouais. Donc, eh bien, si ça... Il y en a d'autres, il y a Bardot. Oui, non, mais je les ai pas tous dire. Il y a Gianni, c'est pas rien, Bardot, c'est pas rien. Il y a Françoise Hardy, tout ça, c'est pas rien, tout ça. Ah, moi, mon rêve, encore aujourd'hui, ça serait de rencontrer Brigitte Bardot. Il est encore temps. Sauf qu'elle ne veut voir personne. Voilà. Dans sa maison de Saint-Tropez. Il y a 2 personnes comme ça. Qui veulent pas te voir. Non, je n'ai jamais essayé de contacter Madame Bardot. Et je n'ai jamais essayé... Enfin, si, j'ai essayé de rencontrer Mireille Mathieu. Pourtant, c'est pas la même chose. Et toutes les deux... pour Mireille Mathieu, je n'ai même pas eu de réponse à un email. Donc, j'attends que quelqu'un m'enfile son téléphone. Tu n'es pas son genre, qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est ça, ça doit être ça. T'as trop de rayures, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Ça doit être ça, ça doit être ça. Alors, de toute ta carrière, est-ce que tu en as que tu as oublié dans le bouquin? J'imagine. Non, c'est pas tellement que je me souviens ou que je ne me souviens pas, mais il n'y a pas forcément d'anecdotes extraordinaires. Des gens avec qui on a des rapports de travail, puisque moi j'étais attaché de presse de Star, j'étais journaliste. Chez Philips à l'époque, au départ. Voilà, attaché de presse, oui, après indépendant. Et puis j'étais aussi journaliste, donc pour des magazines, je rencontrais plein de... que ce soit Salut les copains, ou Gala, ou pour Le Parisien, le quotidien. Donc je rencontrais des gens, et alors ça se passait bien, en principe, parce que les artistes, quand on les interviewe, comme moi aujourd'hui, ils ont envie de donner le meilleur, et quelquefois ils sont désagréables, en disant mais non, mais ça m'intéresse pas vos questions, j'ai pas envie d'y répondre, j'ai pas envie de parler de ça. On peut avoir un nom ou... Non, alors là il n'y a pas de nom justement. Y a pas de... Non, mais bon, homme, femme, époque. Voilà. Dis-nous simplement si c'était des hommes, des femmes, et quelle époque? Ça peut être années 60, enfin 60. Bon, ben je peux dire 80. Grace Jones, on se souvient de Grace Jones, l'immense Black Princess de la chanson, et qui vit toujours, mais elle a été extraordinaire. Ah, moi je garde un très mauvais souvenir d'elle en revanche. Rencontre à Avoria, le festival d'Avoria, c'était vraiment... Festival d'horreur. Du film fantastique. Oui, enfin, il y avait des films d'horreur. Mais alors, on se tapait tous du directeur du festival aux stars là, c'était oh ça va, t'as vu ci, t'as vu ça. Elle, je m'approche d'elle humblement, je lui dis madame, ou mademoiselle, je ne sais plus, je travaille pour tel main et j'aurais bien aimé, mais qu'est-ce que c'est, j'ai pas envie. J'ai traduit parce que c'est en anglais.
genre allez vous faire voir. Je crois que c'est la personne la plus désagréable que j'ai rencontrée de ma vie. Bon, voilà, ça c'est dit. Voilà, moi je peux le dire puisque je suis... Moi je raconte justement, c'est sa maison de disques qui m'a appelé pour me dire on aimerait que vous rencontriez une chanteuse américaine, Black, Grace Jones, et qui a fait bien sûr un album, et on aimerait que vous vous rencontriez pour voir si vous pouvez travailler ensemble, être son attaché de presse pour les radios, la télévision et puis les journaux. Et donc voilà, il y a un rendez-vous dans un hôtel chic, forcément de Paris. Ah, bon, oui. Alors, bon, et puis elle arrive, mais vraiment magnifique, grande, mince, genre oui, mannequin. Oui, on est vraiment. d'accord. Et puis elle me parle, mais très aimablement, comme peuvent le faire quelquefois les Américains. Non, en principe, ils sont sympas. Ils sont en général sympas. Oui, oui. Mais exprès, je dis ça. Et puis, donc ça se passe bien. On se parle, et ceci, je raconte un peu de qui je m'occupe. Évidemment, je cite beaucoup d'artistes français qu'elle ne connaît pas. Oui. Mais enfin, donc on se parle, tout va bien, charmante et tout ça. Mais bon, ben voilà, c'est terminé. Donc ça va. Sauf que le lendemain, la personne qui l'accompagnait m'appelle en disant « Malheureusement, ça ne va pas être possible. Genre, vous ne faites pas l'affaire, quoi. » Et là, je me dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi on ne veut pas de moi ?» Oui. Et puis finalement, j'ai quand même, après, elle a chanté à Paris. Au Palace. Au Palace. Et, j'y étais. Ben oui. Et d'ailleurs, on voit dans le livre une photo, on m'aperçoit dans la foule, là, pour le coup. Et j'ai été estomaqué parce qu'elle était prodigieuse, quand même. Oui, oui. Une grande chanteuse, un phénomène sur scène, elle dansait bien, et puis elle appelait le public, en anglais, bien sûr, mais c'était vraiment... Et voilà, donc j'ai quand même écrit ça, parce que quand on parle, alors du coup on parle un tout petit peu de moi dans le livre, parce que je parle beaucoup de stars. C'est quand même les rencontres de Grégoire Collard. Voilà. Mais alors donc j'ai réussi des belles rencontres, j'ai réussi des lancements de chansons, de disques, de spectacles, de plein de choses. J'ai écrit dans des journaux de ça, j'ai rencontré plein de gens. Mais là, c'était quand même un refus. Mais j'ai eu d'autres rendez-vous qui sont passés, qui ont été un peu plus sensuels, on va dire, pendant l'interview. Ah, dis-nous. Avec qui? Alors, il y a une maison de disques m'appelle, on dit voilà, il y a un garçon américain, sud-américain, qui sort un 45 tours en France, ça s'appelle Undo Stress, bon, et pourquoi pas rendez-vous, tout ça. Et donc, forcément, dans un palace, toujours pareil, à Paris, une attachée de presse, qui dit bon, très bien, vous voulez voir quelque chose, enfin, très aimable. Je dis bien aimable parce qu'après ça a changé un peu. Et donc très aimable et tout ça. Bon, très bien. Et puis j'entre dans le salon où était ce jeune homme, un très beau garçon. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Donc Ricky Martin, mais magnifique, adorable, souriant, comme peuvent l'être souvent les Américains ou les Sud-Américains. Parce que ça dépend des pays. Hein. Oui. La politesse et le sourire, c'est pas dans tous les pays non plus. Enfin là, il était charmant. Et puis voilà, donc je le fais parler, que faites-vous? J'avais écouté quand même le morceau qu'on m'avait donné avant. Oui, qui bougeait bien quand même. Ah bah oui, j'ai senti que ça pouvait être un tube énorme, et ça l'a été d'ailleurs. Et donc là, on se parle et tout ça. Et donc il me raconte où il est né, ceci, cela, machin. Et puis peu à peu, il se rapproche un peu de moi, comme ça, et puis il met sa main sur mon genou. Et je n'avais pas fait attention, mais il y a quelqu'un d'autre qui était entré, qui était adossé à la porte, son garde du corps, un mannequin. Oui. Un mannequin, sublime, vraiment, une bombe. Mais muet et tout ça. Et donc le Ricky Martin met sa main sur mon genou, sans le bouger, sans rien faire. Oui. Mais enfin, c'est déjà un attouchement. Et là, du coup, je regarde le garde du corps, il avait la haine dans les yeux. Je me dis, mais pourquoi il a la haine comme ça? Qu'est-ce qui se passe et tout ça? Je me dis, mais... C'était pas son petit ami. Oui, voilà. Donc, et donc, la conversation, j'enlève pas la main, je reste comme ça, un peu pétrifié. De toute façon, on peut rien faire. Et puis, il me raconte ce qu'il a fait avant, ceci. Il a joué dans des films, des comédies musicales et tout ça, le chanteur, Ricky Martin.
Et puis, il dit qu'il souhaite qu'il aimerait bien que ça marche en France. Voilà. Bon, bah, très bien, parfait. Et toujours la main qui bouge pas. Qui caresse un peu mon genou, quoi. Mais, enfin, je suis pas très érotisé au niveau du genou, on va dire. Qu'est-ce qu'il chantait? J'aime tes genoux. Ah, je ne sais pas. Oh, ça me dit quelque chose. Et donc, voilà. Et puis, donc ça dure un bon moment. Et puis, il me dit, même, ça y est, c'est terminé. Et là, on se lève et tout ça. Et il me dit, j'aimerais bien que vous veniez chez moi dans ma propriété, en Amérique du Sud et tout ça. Alors je dis oui, bien sûr, je ne vais pas dire non, sauf que j'ai pas le billet, j'ai rien pour le moment. Hein, on est bien d'accord, oui. Et on s'en va. Mais ce qui est drôle, c'est que l'attachée de presse, la femme qui était là aussi, on reste tous les deux du coup, elle me dit, tu sais, il fait ça à tout le monde, c'est une pute de son artiste, parce qu'il m'avait touché le genou. Non mais franchement. Et voilà. Et ça m'a fait rire. Après, je l'ai revu. Et justement, aux États-Unis, pas chez lui. Hein. Et il n'y avait pas de garde du corps. Mais il chantait quelque part, je ne sais plus dans quelle ville. Et sur scène extraordinaire, c'était la folie et tout ça. Et je l'ai vu aussi au Festival de Cannes, où il ne passait pas inaperçu, parce que de toute façon, il voulait aussi faire du cinéma. Pour l'instant, on n'en parle plus, de Ricky Martin. Mais le souvenir de sa main sur mon genou, oui. Et le regard de tueur de son garde du corps, oui, je m'en souviens. Moi, je l'ai rencontré, je pense, à la même époque, puisqu'il n'avait pas mis 10 fois en France. Et il t'a touché le genou? Je ne m'en souviens pas. Oh, bah dis donc, tu t'en souviendrais. Donc, je m'en souviendrai. Tout ce que je sais, c'est qu'on avait le droit à 5 minutes ou 10 minutes, c'était en radio à l'époque. Ah non, à la radio, oui. Voilà, et que, bon... le temps a passé un petit peu, et puis on se parlait très intelligemment, et il m'a dit aussi, oh, j'aimerais bien qu'on se revoie. Voilà, mais qu'on se revoie, ça n'a pas été plus loin que ces phrases-là. Je suis désolé. Non, moi je ne le suis pas. Il était gentil, il était beau, il chantait bien, il y avait tout, quoi. Ah ouais, voilà. Moon Stress, c'était énorme. Alors, prenons maintenant... On a fait un peu d'international, on va revenir en France. Il y a les personnes dont tu t'es occupé très longtemps, le couple Galberger. Oui, ça j'en ai déjà beaucoup parlé. Voilà. Mais, évidemment, je raconte un peu d'autres choses, parce que j'ai travaillé avec eux et pour eux pendant 16 ans, ce qui n'est pas rien, avec Michel Berger et France Gall, qui rivalisaient de tubes et de succès et tout ça. Et chacun... Ils étaient charmeurs, mais chacun avait son caractère. France était un peu charmante, mais un peu capricieuse. Michel était très tranquille. Il ne fallait pas qu'on parle trop, parce que j'attends l'inspiration. Vous ne voulez pas vous taire, les deux, France et Grégoire, là? Mais je dis, mais t'as qu'à prier, t'as qu'à le faire de prier pour avoir l'inspiration. Non, mais voilà. Et, je dis, mais tu es en train de boire un thé et de manger des gâteaux. C'est pas forcément ça non plus qui va t'attirer Tout peut m'attirer l'inspiration. Voilà. Donc, c'est passé beaucoup de choses, mais ça, je l'ai beaucoup écrit. Et je raconte un peu d'autres choses sur leur vie. Sur Starmania aussi. Sur Starmania. Sur les regards de Michel, qui regardait surtout les femmes blondes dans la rue, partout. Et alors, oui. Donc France, c'était sa femme, ils avaient 2 enfants, elle veillait au grain, et par exemple, on était tous les 3 sur un plateau de télévision, mettons, et donc, je voyais que Michel, il regardait une certaine comédienne ou chanteuse blonde un peu plus loin, qui la regardait beaucoup et tout ça. Alors, si France s'écartait un peu, il me disait tu veux pas demander son téléphone à la comédienne et tout ça? Mais je peux pas. Mais France est là. Je le faisais pas de toute façon. Mais France est là et tout ça. Vas-y et tout ça. Alors une fois, j'y suis allé. Et je dis à la jeune comédienne, belle et tout ça, on aimerait bien, Michel Berger pourrait beaucoup avoir votre numéro. Elle dit, c'est pas de chance, j'en plein un emménagement, donc mon téléphone ne marche pas chez moi. Oui, c'était l'époque où on n'avait pas encore le portable. Voilà. Et donc mon œil, forcément, tu vois, oui. Comédienne qui n'a pas le téléphone chez elle, en premier dans son nouvel appartement, ça ne se fait pas. Et puis, ou alors, France voyant que Michel
s'était retourné 3-4 fois vers une autre danseuse ou comédienne ou chanteuse blonde. Donc France voyait ça. Elle allait voir la jeune femme. Oh, je suis contente de te rencontrer. J'aime beaucoup ce que tu fais. Elle avait vu qu'un film, elle savait rien. J'aime beaucoup ce que... Mais c'était une artiste, on peut le dire. Oui. Oh là là, c'est bien ce que tu fais. Alors, tu ah, bah, merci beaucoup et tout ça. Et elle disait, ah, tu sais, là, je suis avec mon mari, Michel Berger, et tu sais, on a 2 enfants. Et elle montrait les photos de leurs enfants à France et Michel. Oui, bah. Et l'autre, elle disait, bah, ils sont mignons et tout ça. Ou alors, elle lui disait, tu sais, je fais une pizza avec telle chose dedans, tu peux pas savoir. Si tu veux, je vais te donner la recette. Et elle essayait de donner la recette à l'autre, qui disait, mais j'ai rien pour écrire. L'autre, elle n'avait pas de téléphone, elle n'avait pas de... Et bon, c'est drôle. Et moi, je voyais tout ça aussi. Et dans mon fort intérieur, parce que là, Michel, il était dans le mur, il ne pouvait pas parler à cette blonde, quoi. Ah oui, c'était foutu. Mais c'est surtout pour parler, parce que, en fait, il avait beaucoup de présence à faire avec France, que ce soit à la maison, avec les enfants, avec leur production, avec leur voyage et tout ça. Mais France veillait au grain quand même, ne serait-ce que pour les regards. Alors, on va rester dans les copains de Michel et de France. Un monsieur qui nous a quittés beaucoup trop tôt, dont tout le monde avait parlé de l'accident lors du Paris-Dakar, et que tu as bien connu aussi. Ben oui, Daniel Balavoine. Alors Daniel Balavoine, j'ai connu dès le départ de sa rencontre avec Michel Berger et France Gall pour Starmania, parce qu'il avait fait avant 1 ou 2, 45 tours, 33 tours, je ne sais plus très bien. Il avait fait un album, il avait fait 2 albums avant. C'est ça, 2, oui. Et donc, qui avaient moyennement marché. Et puis, donc, on n'en parlait pas énormément, sauf que France et moi, d'ailleurs, on l'avait vu à la télévision, et on avait trouvé qu'il avait une voix extraordinaire, quand même. Bon. Et puis, donc, France en a parlé à Michel. Moi, par ailleurs, j'en ai parlé à Michel. Je dis, mais pour le rôle du chef des voyous dans Starmania, il a les cheveux longs, tout ça, ça pourrait être bien. Puis il a une voix vraiment géniale. Alors Michel a écouté, il a dit, bah oui, on va lui faire passer une audition. Ok. Et donc, audition chez Michel Berger et France Gall. Luc Plamondon, le co-auteur de Starmania, était là, bien sûr, et moi. Et donc, ils se parlent. Et puis, il était un peu spécial, là. Daniel était un peu reculant, sa façon d'écouter. J'ai appris après qu'en fait, il était venu par politesse, ne serait-ce que pour les connaître, Michel et France, parce que son idée à lui, c'était de faire sa carrière et pas être dans un spectacle, dans une comédie musicale, même moderne. Il n'y pensait pas. Bref. Et puis finalement, ils se parlent et tout ça, et Michel lui demande de chanter un titre qu'il joue au piano, un titre de Starmania. Et au bout d'une fois ou deux, mais c'est spectaculaire. Balavoine est le chef des voleurs et des bandes qui traînent dans les villes, et des loupards et tout ça. Parfait. Et puis, donc il dit, mais ça parle de quoi, Daniel Balavoine, ça parle de quoi, votre futur spectacle? Ben, Michel dit, c'est l'histoire de la bande à Bader qui sévissent dans l'Europe et tout ça, et qui font des ravages dans les villes, ce sont des voyous, des voleurs et tout ça. Ah bon, eh ben, Daniel dit, c'est quand même curieux ça. Ah bon, quoi, qu'est-ce qui est curieux? Et il sort de sa poche un livre, il dit, je suis en train de lire un livre sur la bande à Bader. C'est extraordinaire. Ouais, ouais. Et alors, c'était pas gagné quand même, parce que Luc Plamondon, donc ils se sont dit, on va se revoir, on va réfléchir et tout ça, on ne signe pas comme ça à la seconde même. Mais en fait, il était d'accord pour faire des essais. Et Luc Plamondon l'avait trouvé, à ce moment, il était un peu rondouillard, oui. Et puis il avait les cheveux longs, forcément mal coiffés, et donc, alors, pour faire un voyou,
les cheveux mal coiffés, c'est pas trop grave, mais enfin un peu rondouillard, et avoir faim et voler des banques et tout ça dans une comédie musicale, est un sacré voyou. Il faut pas être un peu rondouillard, quoi, c'est clair, il faut avoir faim. Et puis Michel a dit non, non, mais ça va être extraordinaire. Et puis finalement, ça s'est fait. Et puis après, moi j'ai assisté toutes les répétitions, et on a fait des télévisions pour Starmania, donc c'était génial. On s'entendait très bien, sauf qu'il était très ami avec Michel, peu à peu, et il protégeait beaucoup France, parce qu'il la trouvait évidemment mignonne. Il n'y a pas eu de quoi que ce soit entre eux, mais il la protégeait, parce qu'un jour, dans le spectacle, au cours du spectacle, il y a un spectateur quand France avait chanté, il y a un mec qui a crié plusieurs fois « à poil, à poil ». Et bien, Balavoine est descendu de la scène pour les casser la gueule au mec. Alors bon, il y avait des mecs de sécurité, ils ne sont pas vraiment battus. Et on a dû retenir Daniel. Et c'est incroyable. Et j'étais là, mais c'était faux, quoi. Et puis, en fait, ils se sont entendus, mais comme larrons en foire, les trois, Michel Berger, Balavoine et France, mais d'une façon incroyable. Et par contre, il était un peu jaloux que je sois là tout le temps, moi, avec Michel, parce que je travaillais beaucoup avec Michel. Oui. J'étais l'attaché presse de Michel Berger et France Gall, et de Starmania, donc de tous les artistes. Mais pas spécialement de lui. Je m'occupais de tout le monde, voilà. Bah lui, c'était Geneviève Salama qui s'en occupait. Oui, c'est ça. Et donc il était un peu jaloux que Michel me parle tout le temps, parce qu'il n'y avait pas d'ambiguïté, hein, bien sûr, entre Daniel et Michel Berger, mais une histoire d'amitié. J'étais trop présent. C'est fou, hein? J'ai retrouvé les 2 premiers albums de Balavoine, Les Aventures de Simon et Gunther. C'est ça. On l'entendait un petit peu sur RTL, et après il y a eu le chanteur. Oui, ben c'est le deuxième. Ouais. C'était le deuxième. Et le chanteur... Ah bah ça a été la génération de Balavoine, on va dire. D'un seul coup, ça a marché. Ouais. Ouais. Mais c'était un garçon extraordinaire, vraiment. Et qu'il n'avait pas sa langue dans la poche. Il disait ce qu'il pensait. On va passer aux femmes. Enfin, au moins à une femme. Oui. Pour moi, celle que je rêve de rencontrer depuis toujours, j'en ai toujours parlé, Madame Bardot. Alors, les rencontres avec Brigitte. Alors, Bardot, il se trouve que... Alors là, j'avais 20 ans, donc avant-hier, et j'étais l'assistant d'un photographe qui travaille pour Salut les copains et d'autres magazines, mais surtout Salut les copains. Et c'était le photographe? Alors, il a disparu complètement. Ah bon. Et donc, il allait sur des plateaux de télévision, mais aussi sur des plateaux de cinéma et tout ça. Bon. Donc Brigitte Bardot travaillait, faisait un film, L'ours et la poupée, voilà. C'était son dernier film d'ailleurs. Oui. Michel Deville. De Mitch. Alors, donc, Brigitte Bardot devait tourner un film, faire un après-midi à la campagne, dans une maison, dans un jardin. Et donc, on y va. Alors, évidemment, il y a du monde, des lumières, même en plein jour, bien sûr, des lumières, des maquilleuses, oui. Des ceci, des cela, des assistants, plein de monde. Très bien. Donc voilà, et puis on est autorisé à faire quelques photos quand elle doit sortir d'une maison de campagne avec un chapeau de pluie, un imperméable, alors qu'il fait beau, mais enfin bon, et puis s'avancer vers une caméra, vers les caméras. Bon, très bien. Donc on attend patiemment, elle est en train de se faire maquiller, de se faire coiffer, mettre son chapeau, tout ça, son imperméable, parfait. Et puis ça y est, on va pour tourner et tout ça. Et donc, ça y est, les caméras tournent, et elle sort de la maison, un certain pas, et tout ça. Et puis, soudain, on entend un chien qui gémit, qui pleure, qui vient en courant, qui sort de la maison, mais qui hurle de douleur. Et Bardot, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, tout s'arrête. Bien sûr. On peut filmer et tout ça. Et elle se penche vers le chien, bien entendu. Elle se met à genoux, quitte à déchirer ses bas, abîmer ses genoux sur les cailloux, voilà. Et donc, elle prend le chien dans les bras et tout ça. Et le chien ne se calme pas, curieusement. Et puis, et là, elle nous regarde, le photographe que j'accompagne et moi, et
Et c'est à moi qu'elle parle, elle dit « C'est à vous ce chien ?» Je dis « Non, c'est les 2 mots que je lui ai dit, hein. Les 2-3 mots. Non, non, pas du tout, pas du tout. » Ah bon? Mais alors il est à qui ce chien? Il était à quelqu'un, il était dans la maison, je ne sais pas. Et Michel Deville dit « Bon, allez, on coupe, ça finit, on remballe pour aujourd'hui. » Ok, c'est fini. Mon photographe a pu faire des photos avec le chien, très rapidement, comme ça, tout de suite. Bon, et puis c'était fini. Et donc on s'en va. Et le lendemain, dans la presse, il y a eu Brigitte Bardot arrête le cinéma pour un chien. Et c'est tellement en plus l'histoire de sa vie, oui. C'est symptomatique. Parce que moi je ne savais pas qu'elle aimait les animaux, je savais, à part, oui, ouais, je savais qu'elle était, mais je veux dire, voilà. Et c'est mon plus grand souvenir avec Bardot. On va passer à une autre star. Je ne sais pas si tu... Non, t'en parles pas, je crois. Ah. Alain Delon. Rencontré, pas rencontré? Oui, mais j'en parle pas dans le livre. Je crois pas, non. Non, mais tu veux que je te raconte quand même quelque chose. Si tu as quelque chose. Alain Delon, c'est bien d'en parler parce qu'il vient de disparaître et que, évidemment, comme tout le monde, je l'ai toujours suivi avec ses films, sa beauté, ses films incroyables, ses récompenses, son caractère, voilà, tout ce qu'il a pu faire. Immense, bien sûr. Et moi, un jour, je dois aller au festival de cinéma à Moscou, en tant que journaliste. Et puis, je monte dans un Tupolev rouge, avec un grand avion, hein, un avion à action. Oui, oui. Hein. On était 2 dans l'avion, Alain Delon et moi. Ah oui. Donc, il était déjà assis. Et donc, voilà, je ma valise, machin, je passe. Il regarde un peu comme ça, là, qui ça peut être dans un avion, on ne sait jamais. Alors, je ne connais pas, je dis pas bonjour, je dis rien. Parce que c'est Alain Delon, je vais... Et puis hop, il baisse la tête et tout ça. Donc là, dans l'avion, on ne sait pas parler. C'est difficile de parler à quelqu'un qui est une star, et j'ai aucune raison officielle, sauf que je venais faire un papier sur le cinéma français à Moscou, mais là, il était... voilà, c'est dans un fauteuil. Bon, alors on arrive à Moscou, et puis on descend de l'avion, je le laisse passer devant, et puis, et là... 300 journalistes, des caméras et tout ça, la star à Moscou et tout ça. Et moi, personne ne me regarde, personne ne me voit. Ça, permets-moi de te dire que c'est évident. Et puis là-bas, il fait, pour une radio française, une interview. Et bon, très bien. Donc, moi, on m'avait demandé aussi de parler du festival pour la radio. Donc, j'attends. Non, on ouvre la porte et on me fait entrer avec Alain Delon. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, on se connaît. Je dis, je ne peux pas lui dire, vous ne m'avez pas parlé, vous ne m'avez pas regardé dans l'avion, l'indifférence totale, c'est pas sympa. Non, ouais, tu ne peux pas faire ça. Donc, je ne fais rien. Je dis, non, de tout ça. Et là, évidemment, il était sympa, charmant, et sûrement ce que je dis, pouvait raconter n'intéressait pas trop. Parce que là, je ne parlais pas de lui, évidemment. Il était là pour parler de lui-même. Mais il a sûrement joué la comédie, il avait l'air passionné par ce que je disais. Alors, je ne disais pas grand-chose. Oui, tel film, c'est pas mal. Non, j'ai pas aimé, enfin, bon, des bêtises, quoi. Mais il a été comédien dans sa façon de m'écouter et tout ça. Et puis voilà. C'était la plus grande histoire, c'est pas grand-chose, hein. Oui, mais ça montre bien comment il pouvait être. C'est-à-dire dans un avion, il y a une seule personne qui monte, donc il regarde un peu comme ça avec méfiance, et puis après, quand il revoit la personne, il est beaucoup plus chaleureux, alors qu'il ne savait pas plus sur moi, mais enfin il a compris que j'étais journaliste, et qu'il fallait quand même être honnête sur ce coup-là, quoi. Voilà. On va terminer par la plus grande star française, allez. Johnny. Johnny Hallyday, alors lui j'ai rencontré plusieurs fois parce que à tout début d'attaché de presse, j'étais dans la maison de disques Philips, et lui là, il était un des poulains de chez Philips. Et donc la première fois que j'ai vu, il y avait une espèce de rencontre en début de saison, c'est-à-dire au mois de septembre,
parce que la saison des artistes, c'est de septembre à juillet, on va dire. Et début de saison, il y avait présentation à la presse, aux journalistes et tout ça, des nouvelles productions à venir, à sortir de chez Philips. Alors bon, il y a pas mal de monde et tout ça. Il y avait Gainsbourg, il y avait Birkin, il y avait tout ça. Brassens il y avait Brassens, ça fait plein de gens. Et puis moi j'arrive, je laisse passer tout le monde. Oh, il n'y a plus rien pour s'asseoir, sauf dans cette salle un genre de mur avec comme une fenêtre interne, on va dire. Donc il y avait juste la place de se tenir comme ça, très très mal et tout ça. Et un tout petit peu de place à côté de moi. Bon. Et là, c'est la première fois que je suis venu, je rencontrais toute la presse et tout ça, parfait. Et puis Johnny arrive. Alors là, comme ça, il était déjà connu. Hein. Tous les gens le regardent et tout ça. Et donc lui, il n'a pas de place non plus, personne ne se lève pour le faire asseoir et tout. Et il vient s'asseoir à côté de moi. Genre vraiment, mais collé comme ça. Bah, oui, il n'y a pas de place. Voilà. Alors, tout le monde nous regarde. Du coup, moi, je suis un peu gêné, quoi. Forcément. Je sais bien que c'est pas moi qu'on regarde, mais quand même, est-ce que je lui parle? Il faut pas qu'on parle, puisqu'on écoute des disques, pour les nouveaux disques d'autres artistes et tout ça. Et les gens, les photographes, tout ça. Un enfer, un enfer. Et puis, à un moment, il me fait, ça va? Je dis, pas trop. Il dit, moi non plus. Et il me dit, on se casse? Je dis, on peut pas. Ah oui, c'est évident. Et puis, après, je l'ai revu plein de fois. Il était toujours très, très souriant, très poli, vraiment. Et puis un jour, Michel Berger avait donc fait un album. Avec lui, qui a marché du feu de Dieu. Et puis, il devait faire une télévision tous les deux chez Drucker, en duo et tout ça. Chacun sa partie dans la chanson. Bon, très bien. Et donc, on est là sur le plateau. Moi, j'arrive avec Michel. On dit bonjour à Drucker, aux techniciens, enfin, un bonjour général. Et puis, Johnny arrive avec une vingtaine de copains, quand même. Ouf. Mais bon, c'est sa bande. S'il est content d'avoir des amis dans le studio, tout ça. Donc, ils sont dans un coin et tout ça. Et voilà. Et puis voilà, c'est le moment d'enregistrer la chanson. Et donc, il y a toujours un petit téléviseur où Michel Berger, on peut voir voilà. le résultat, enfin l'image en tout cas. Et là, je vois que Johnny, la lumière est épouvantable sur lui. Il était quand même très beau, on est bien d'accord. Curieusement, la lumière lui faisait des ombres comme ça, jusqu'aux lèvres. Vraiment. Donc, pas beau. En plus, il était en maillot de corps, à bretelles comme ça, magnifique et tout ça. Mais l'air d'avoir 20 ans de plus, j'exagère un peu, mais quand même. Mais moi, je ne m'occupais pas de lui, là. J'étais avec Michel Berger ce jour-là, qui avait produit Johnny. Donc c'était surtout Michel que je devais protéger, ou de la lumière, ou du son et tout ça. Et je dis à Michel, mais il est mal éclairé, il est moche. Mais va lui dire, hein, Johnny, va lui dire. Bah, je ne veux pas lui dire qu'il est moche quand même. Il dit, tu vas lui parler et tu fais en sorte que, voilà, c'est moi qui ai écrit la chanson, moi je veux que ça soit bien. Je suis le producteur. Bon, je vais voir l'ingénieur lumière. Je dis, excusez-moi de vous déranger, mais la lumière sur Johnny n'est pas très bonne, ça lui fait des cernes jusqu'aux lèvres. Oh, mais un homme, il n'a pas besoin d'être beau. Très professionnel, le gars, en tout cas. Alors bon, je reviens vers Michel Berger, je lui dis, je me suis fait un peu rabrouer par l'ingénieur des Lumières, mais il dit, vas-y, retourne-y, et tu dis à Johnny qu'il faut qu'on recommence. Alors je vais voir Johnny, j'ai dit, Johnny, on est obligé de recommencer parce que la lumière est mauvaise. Il dit, ben, merci Grégoire, tu te rends compte, je suis avec tous mes copains là, il n'y en a pas un qui dirait, qui m'avertirait que la lumière est mauvaise. Ben merci Grégoire. Alors, je suis revenu tout content. Ben, Michel Berger dit, alors, il t'a mangé? Je dis, non, il a été gentil. C'est vrai que comme tu as rencontré allez, on va pas dire des centaines, je dirais plutôt des milliers de personnes connues. Non, peut-être pas des milliers. J'ai rencontré
énormément de gens, pas forcément célèbres au départ, puisque c'était éventuellement mon rôle de les faire passer à la télévision, à la radio, et d'avoir des papiers dans la presse. Mais oui, on voit l'évolution des artistes qui au début ne sont pas forcément sur d'eux, comme Barbara par exemple, et puis qui après deviennent des stars de la chanson, des gens renommés que tout le monde veut recevoir à la télévision, à la radio. Les gens achètent leurs disques par milliers, centaines de milliers ou par millions, et ça, c'est génial. Alors il y en a quelques-uns, quelquefois, qui changent de caractère, parce qu'ils se prennent au sérieux. Et Barbara, par contre, elle était toujours la même, bizarre, spéciale. Par exemple, je l'appelais souvent en disant « Barbara, donc j'ai plusieurs propositions de télévision à vous faire et tout ça, allez-y ». Alors je lui disais « Bon ben, il y a Drucker, il y a ceci, il y a cela ». Et je cherchais une autre dans ma tête, et elle raccrochait, sans un mot. Alors je la rappelais. Je dis, Barbara, vous avez raccroché. Ben, vous parliez plus. Mais Barbara, j'ai besoin de respirer de temps en temps. Ah ben respirez alors. On continue. Respirez un bon coup et on y retourne. Mais écoutez, on pourrait rester des heures à écouter. Et pourquoi on ne le fait pas alors? Parce que j'ai pas assez de batterie pour faire des interviews. Enfin, je parle pas que de chanteurs. Je parle d'anecdotes aussi bien avec François Mitterrand, avec bon, Charles Trenet, c'est un chanteur très bizarre, très spécial, très rigolo, et non, de plein de gens différents, forcément des vedettes dans leur domaine, des gens remarquables, remarqués, et avec des anecdotes spéciales, aussi bien avec Birkin et Gainsbourg, qui étaient très spéciaux, même en étant ensemble amoureux. Une suite prévue? Une idée de suite avec peut-être les mêmes protagonistes ou d'autres? Un tome 2 dans la tête, en préparation ou... Ben, il vient de sortir, le tome 1, si ma mémoire est bonne, et puis vu ce qui se passe là, ça fait que 8 jours qu'il est sorti, mais il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour des interviews, parler, enfin tout ça, la preuve, merci d'être là, et donc je me dis, bah, peut-être que je ferai un tome 2. Ben voilà. Bon, ben dans le tome 2, tu citeras que tu as été interviewé pour On sort ou pas par Guy Courthéou. Ben oui, voilà, qui me met la main sur l'épaule. Ah bah, je m'arrêterai là. Merci Grégoire. À bientôt.